Bonjour à tous et bienvenue dans ce 112e épisode de Be My Guest, l'émission dédiée à l'écosystème automobile et aux nouvelles mobilités. Nous sommes en live sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à poser aussi vos questions en direct. Aujourd'hui, nous allons parler de courses automobiles et plus particulièrement de rallye avec un grand champion, François Chatriot. Capable de piloter aussi bien sur terre, sur goudron ou sur glace, le double champion de France des rallyes, vainqueur du trophée Andros, des 24 heures de Chamonix, etc., a d'abord exercé comme radiologue avant de devenir pilote professionnel. Comment passe-t-on de la mécanique humaine à la mécanique automobile? Retour pour Be My Guest sur la carrière hors norme d'un grand champion, François Chatriot. Bonjour François. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté mon invitation dans l'émission. Pas de problème, c'est très sympa de ta part. Alors, c'est la deuxième quand même en 15 jours, parce que la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était au petit matin. Il faisait encore nuit, nous étions au château de Courrance en live avec Harry Vatanen pour le départ du Tour Auto. Comment s'est passé ce Tour Auto, François ? Ah, très bien, très bien. Moi, je suis vraiment un ardent défenseur du Tour Auto. J'adore cette épreuve qui est devenue une épreuve réservée aux véhicules historiques, mais elle a gardé tout son sel. Patrick Péter, l'organisateur, a trouvé vraiment un compromis extraordinaire puisque on traverse toute la France et on fait des circuits. Cette année, on a été au circuit de la Bresse, à Dijon, à l'Étenon et au Paul Ricard. Et puis après, on emprunte quelques spéciales de rallye où j'avais usé mes fonds de culotte. Pas forcément celle-là. Parfois, ce sont des spéciales inédites pour moi, et je suis l'ouvreur, c'est-à-dire le numéro 0. Vous savez, un petit peu comme le skieur, quand on fait la flèche ou le chamois, eh bien, il y a un professionnel qui passe, qui fait un temps, et en fonction du temps que l'on va décider de faire, on dira, je vais faire 30% de l'ouvreur ou 50% de l'ouvreur. Eh bien, c'est ce que je fais pour tous les concurrents qui sont engagés en régularité. Alors, tu es ouvreur sur une BMW M3. Tu es ouvreur avec Harry Vatanen, qui est également… Voilà, avec Harry, on est les deux ouvreurs depuis 5 ans maintenant. Et cette année, on était, en tout cas, moi, j'étais sur une M3 compétition, une voiture extrêmement performante de 510 chevaux. Et je dois dire que à la fois, je fais le travail de cette ouverture et à la fois, je me régale parce que ce sont des voitures modernes extrêmement performantes, évidemment, qui n'ont rien à voir avec les voitures qui sont engagées dans le Tour Auto. Et c'est pour ça qu'il est tout à fait logique de mettre un pourcentage du temps. Et puis, il y a d'autres concurrents qui, par contre, eux, sont engagés en compétition. Il y avait cette année des magnifiques Matra, des Ferrari, des Alpines, enfin, plein de très belles voitures qui, eux, vont faire la course. Des Jaguar, eux aussi. Tout à fait. Alors François, je le mentionnais au départ, tu as démarré ta croisière de pilote, ta carrière de pilote professionnel assez tardivement, à l'âge de 30 ans. Tu avais démarré comme radiologue. En fait, tu as fait des études de médecine, tu es devenu radiologue. Alors, est-ce que c'est une révélation tardive, une vocation tardive, ou est-ce que tu étais déjà mordu d'automobile en étant enfant ou adolescent? Ah, mais complètement mordu. Moi, je suis vraiment l'équivalent d'Obélix. Je suis tombé dans la marmite en étant petit et j'ai jamais pu m'en débarrasser. Alors, on a essayé, on m'en donne plus d'ailleurs de l'automobile, on me la refuse comme Obélix. Mais non, j'adore ça. J'ai toujours aimé la voiture, la mécanique, tout ce que ça représente. J'étais dans une famille où mon père lui-même adorait les voitures. Mon oncle était un passionné qui construisait, ma cousine, enfin voilà, on respirait mécanique. Ma cousine me racontait que son papa, donc un de mes oncles, rodait ses soupapes dans la cuisine. Donc voilà, je crois qu'on est des mordus de la chose mécanique. Et petit à petit, j'ai pris goût à la compétition et j'ai adoré ça. Et bon, malheureusement, j'ai commencé un peu trop. Enfin, j'ai bien sûr commencé beaucoup plus tôt que l'année où je suis devenu professionnel. Mais voilà, les études de médecine, ça a été positif, bien sûr, de le faire. Ça m'a appris beaucoup de choses, mais aussi négatif dans la mesure où j'ai commencé trop tard. Alors, dis-moi, pourquoi ne pas avoir démarré des études dans l'automobile? Je crois que tu voulais être mécanicien Ouais. ou même balayeur, tu m'as dit. Mais j'ai été balayeur chez Matra, j'ai cette fierté-là. En fait, je rejoignais les Grands Prix. J'ai fait 2 Grands Prix, le Grand Prix d'Allemagne 71 et le Grand Prix de France 72. Et j'y allais en mobilette, donc j'étais quand même vraiment bien allumé de la tête. J'avais 20 ans.
Et le patron de chez Matra, je crois qu'il s'appelait Bruno Morin, m'avait donné un balai en me disant bah, tiens, puisque tu es là, balaye la piste. Et puis, comme j'étais étudiant et que je parlais pas mal anglais, bien je discutais avec Chris Hammond, qui est néo-zélandais et qui parlait pas français. Donc voilà, j'ai eu une chance vraiment extraordinaire de pouvoir faire ça. Et une anecdote vraiment amusante, c'est qu'en cette année-là, la F1 n'avait rien à voir. Et en 72 au Grand Prix de France, Chris Hammond est en pole position avec la Matra. Et Bruno Morin me dit, écoute, la voiture est dans un garage. On... Est-ce que tu veux bien la garder? On va te mettre un lit de camp et tu vas dormir à côté de la voiture pour la garder. On n'imagine pas ça maintenant en Formule 1. Et j'ai dormi dans un lit de camp, et la moitié dans le lit de camp et la moitié dans la voiture toute la nuit. Ah, quand même, tu t'es fait plaisir. Ah bah oui, comment tu peux résister? Tu es dans un garage enfermé, il n'y a personne. Tu es devant un objet mythique, qui est encore plus mythique maintenant, la MS 120D. Et voilà, je suis monté dedans sans rien esquinter, évidemment, très doucement. Voilà, je suis resté une nuit complète à côté de cette merveille. Alors, tu es mordu d'automobile, mais tu es aussi mordu de mécanique. Et d'ailleurs, tu as fabriqué ton premier buggy. Voilà, exactement, avec Strakit. C'était une petite boîte de Bonville dans l'Eure-et-Loire. Didier Lefort et Arnaud Le Gouérec, qui étaient deux types très sympathiques avec lesquels je suis resté d'ailleurs en contact, qui fabriquaient eux ces châssis, mais j'ai acheté le châssis. Après, il fallait tout monter, le moteur, la boîte, les suspensions, qui étaient des suspensions de coccinelle. Et voilà, cette année-là, il était noir, et c'est l'année où j'ai commencé à gagner des courses et avec un moteur de R12 Gordini. En fait, c'était, je dirais, une Alpine du pauvre dans la mesure où c'était beaucoup plus solide qu'une Alpine et on pouvait attaquer comme des malades et on apprenait beaucoup, évidemment. Et j'ai Alors, appris ces rallyes sur terre qui étaient des rallyes à vue. justement, Voilà. je voulais y venir. Donc, tu as démarré sur Terre. Tu as donc démarré les rallyes sur Terre. Voilà, c'est après que je suis devenu en goudronneuse, c'est quand je suis rentré dans le championnat de France. Et j'ai eu sans doute cette jolie opportunité de pouvoir trouver un sponsor parce que, étant bon sur la terre, l'année 82 est la seule année où le championnat de France des rallyes, tout confondu, était mixte. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois des spéciales sur terre, des rallyes complètement terre et des rallyes goudron, ce qui m'a permis de gagner ma première course de championnat de France en 1982 sur une R5 Turbo. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est la terre ou le goudron? Il n'y a pas de classement de difficulté, si tu veux. Moi, je suis né sur la terre. C'est un peu c'est comme un tennisman. Quand il a commencé sur une surface, il y est forcément extrêmement à l'aise, plus que sur les autres. Mais je dois dire que maintenant, je suis devenu, je dirais, presque encore plus à l'aise sur le goudron. Enfin, j'aime toutes les surfaces. Mais j'adore le goudron, qui est une forme de terre où on glisse en allant beaucoup plus vite. Alors, il y a une rencontre qui a été déterminante dans ta carrière. C'est celle avec Jean-Luc Terrier. Oui, Jean-Luc, c'est vraiment mon maître. Je pense que je ne suis pas le seul à le penser. Jean-Luc aurait dû être champion du monde, puisque Alpine est champion du monde en 73, avec 4 ou 5 victoires de sa part en championnat du monde. Mais le championnat du monde pilote n'existait pas à cette époque. Sinon, il l'aurait été haut la main. C'était le talent à l'état pur. Et quand avec ce buggy qu'on a vu tout à l'heure, voilà cette photo que j'adore parce que elle est prise à la première terre et j'ai réussi à me bagarrer avec lui, à être même en tête à un moment devant lui, mais évidemment il m'a battu à la fin. Mais ça m'a beaucoup aidé et il est toujours resté un ami d'abord et puis un maître. Il m'a montré, il m'a emmené dans les R5 Turbo en me disant voilà comment tu fais, ça c'est pas bien et maintenant je vais te montrer comment il faut faire. Et j'ai eu une chance extraordinaire, je dois dire. Et voilà, malheureusement, il n'est plus de ce monde, Jean-Luc, mais je lui dois énormément et il reste dans mon cœur. Donc justement, c'est 1982, ça a été un véritable virage, si je puis dire, dans ta carrière. Oui, oui, ben, 82, j'ai fini mes études, je me dis, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance? Est-ce que j'investis? Est-ce que je fais un cabinet? Et je me dis, si j'essaye pas pendant un an d'être professionnel automobile, je regretterai toute ma vie, je vais quand même essayer. Est-ce que j'ai eu plus de bol que d'autres? Je n'en sais rien, mais ça a marché puisque j'ai commencé à rouler avec ces R5 Turbo et après ma carrière s'est enchaînée. Et voilà. Ah non, alors, excuse-moi, non, je ne voulais pas montrer ça tout de suite. Oui, donc tu as démarré en fait avec des R5. Oui, R5 Turbo. Je suis vraiment de la génération R5. J'avais fait le Monte Carlo en 1980 avec une Golf. 1.
puisque j'ai eu une aide de VAG France avec Michel Lepère, qui était un patron formidable, qui adorait le sport automobile. Et j'avais fini 20e avec une petite Golf. C'était vraiment un beau résultat. J'avais été voir Jean Ragnotti, que je connaissais déjà un peu, et je lui avais dit, je vais conduire cette voiture avec laquelle tu viens de gagner le rallye de Monte-Carlo. J'avais aucune idée du comment ça allait se passer. Le voilà Jeannot. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être la voiture du Monte-Carlo. Je ne savais pas comment, mais j'avais cette espèce de pressentiment que cette voiture était faite pour moi. En tout cas, c'était ma génération. Moi, j'ai loupé la génération alpine de Jean-Luc Terrier dont on a parlé avant. Et voilà. Et donc, j'ai conduit toutes les versions de la R5 Turbo, de la Cévennes jusqu'à cette voiture qui reste ma préférée, comme tous les pilotes de course, puisque c'est la Maxi, qui était une voiture absolument extraordinaire, avec laquelle j'ai fait beaucoup de développement avec l'ingénieur François Bernard, qui est un grand ami. Et voilà, ça c'est au rallye d'Antibes. Et j'adore cette photo parce que si on la regarde bien, il y a vraiment beaucoup d'appui sur les pneus qui sont. Les pneus sont même appuyés, ne sont plus sur les jantes tellement la voiture prend d'appui. C'était ce qu'on appelait les groupes B, qui étaient à la fois dangereuses parce qu'elles brûlaient un peu facilement, mais qui étaient extraordinaires à conduire. Pour les techniciens ou ceux qui connaissent, une Maxi 5, ça fait 920 kg et 360 chevaux. Donc, c'est un rapport poids-performance qui est assez performant. Alors là, ça a été donc l'époque des premières victoires marquantes. Ouais. Donc, il y a eu sur la R5 Turbo. Et ensuite, tu es arrivé très, très vite au championnat du monde. Non, j'ai refait. Alors aussi, c'est vrai, tu as raison, c'est moi qui me souviens plus bien. Juste après la R5 Turbo, j'ai fait le championnat du monde avec Renault et les R11 Turbo. Malheureusement, c'était moins ma tasse de thé. C'est une traction. Je suis pas un pilote spécialement doué en traction. Moi, j'aimais la propulsion. J'aime 4 roues motrices, ça va très bien aussi. Mais simplement l'avant qui tire. J'avais pas le talent de Jeannot pour conduire cette voiture. Bon, j'ai fait des résultats honorables, mais j'ai fait un an de championnat du monde avant de rebondir chez BMW en 88. BMW, donc une vieille histoire d'amour, parce qu'aujourd'hui tu es ouvreur sur BMW pour le Tour Auto. Donc BMW, sur lesquels tu as remporté 2 victoires de championnat de France. Voilà, la M3 était vraiment une voiture qui me convenait très très bien parce que c'était une roue arrière motrice comme l'était la Maxi 5 Turbo, très équilibrée avec le moteur à l'avant. Donc une voiture, j'ai toujours qualifié de voiture école, c'est-à-dire que c'est une voiture qu'on peut conduire avec le style que l'on veut. Si on veut sous-virer, on sous-vire. Si on veut survirer, on survire. Si on veut être neutre, on est neutre. Donc c'est une voiture absolument magnifique, qui n'avait pas l'air d'une voiture de rallye, mais qui était vraiment une sacrée voiture de rallye. Et voilà, j'ai gagné beaucoup de courses avec. Donc là, on la revoit. Et puis là, récemment, tu as posé devant… c'est l'original du championnat de France? Non, c'était pas la vraie, mais enfin, c'est une vraie ProDrive, c'est-à-dire c'est le même fabricant que la mienne, mais c'était ce qu'on appelait un mulet, c'est-à-dire une voiture d'entraînement. Mais bon, les mulets, des fois, sont aussi beaux et performants que les voitures de course. Alors ensuite, tu t'es essayé à un exercice que tu n'avais pas encore testé, c'est la glace. Et tu t'y es essayé avec beaucoup de succès puisque tu as remporté le championnat Andros et les 24 heures de Chamonix. Alors la glace, qu'est-ce que la glace? Bon, on imagine que c'est très difficile. Enfin, je parle en profane, hein, mais est-ce que c'est plus difficile, c'est moins difficile? En quoi c'est différent en fait de la terre? La glace n'est pas différente. Alors la glace, je l'avais bien sûr éprouvé plusieurs fois en faisant le rallye de Monte-Carlo, mais le Trophée Andros, c'est assez amusant parce que c'est quelque chose de très particulier. Ce sont des courses en circuit et qui ressemblent. Bien sûr, il faut conduire, on peut conduire un peu comme un rallyman, mais il faut pas trop glisser, ou en tout cas, il faut glisser, mais d'une façon un peu particulière. Et comme c'est des tours qualifs, ça ressemble presque plus à du circuit. Moi, j'adore le circuit aussi. En fait, j'aime tout ce qui est du sport mécanique. Et j'ai adoré faire l'Andros. Je suis tombé dans une équipe formidable avec Danis Nobek, que l'on voit sur la photo. Ça, c'était la première année où j'ai couru, et j'ai gagné quelques courses, et avec Dany et tout seul avec cette Mercedes. On était quand même une fière équipe, puisque tu vois sur cette photo de gauche à droite, c'est Danis Nobek, Alain Ferté, Jacques Lafitte, Alain Cudini, moi-même et Patrick Tambay. Et à genoux, c'est Christophe de Chavannes.
Et on était, voilà, ça a été une très belle expérience. On s'entendait tous très bien et voilà, j'ai gagné quelques courses. C'est Danny Snobeck qui avait gagné l'année de la Mercedes, mais après j'ai été champion avec l'Opel. Donc, en fait, tu maîtrises toutes les surfaces. Alors, pour moi, un pilote se débrouille très très bien sur toutes les surfaces, qu'il soit d'ailleurs rallyman ou pistard. La preuve, Alain Prost, dont les talents sont incontestables sur le goudron, a gagné le trophée Andros. Parce que justement, il y a un côté, il y a un côté tour de qualif qui ressemble beaucoup au circuit. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé le trophée Andros. Alors, on a une question de Didier Malga qui demande ton avis sur l'Andros électrique. Ah, c'est un vrai débat. Ben, d'abord, on va dire à Didier que j'ai eu la chance, il y a 2 ou 3 ans, car je faisais les commentaires pour la chaîne L'équipe, de conduire la première Andros 4 roues électriques. C'est un peu bizarre, il faut le savoir, on perd certains des repères qui sont la boîte de vitesse, entre autres. Quand on arrive à un freinage, on est à 140 et on freine, on met la voiture en travers, mais on n'a pas de vitesse à descendre, donc c'est assez troublant. Bon, je dois reconnaître que je préfère l'ambiance et le bruit des voitures thermiques, mais maintenant, on est en 2021. Je trouve que Max Mamers a toujours été en avance sur tout le monde en faisant déjà ses petits buggy électriques et il fait la même chose en 4 roues motrices et je trouve que c'est tout à fait à son honneur. Donc, je crois qu'il faut y passer. Il faut se mettre peut-être un enregistrement avec des écouteurs de belles voitures et puis on regarde le trophée Andros. Juste pour la musique. Pour la musique, parce que évidemment l'électrique, c'est un peu la musique qui manque et les aficionados que je suis de sport automobile adorent le bruit, le chant d'un V12 Matra, d'un V12 Peugeot, d'un Ferrari, ou même d'un V6 du Trophée Andros, c'était quand même tout à fait extraordinaire, en tout cas très, très agréable à nos oreilles mélomanes particuliers. L'électrique, c'est pas terrible. Alors, après BMW, tu es passé chez Toyota. Ouais. Toyota, d'abord, il y a eu un petit passage avec deux marques qui ont été compliquées. J'ai fait toute une série de japonais, mais j'ai essuyé un peu les plâtres à la fois chez Subaru avec la Legacy qui était débutante, et puis chez Nissan où malheureusement, voilà Nissan au Portugal, je crois, ou au Monte Carlo au Portugal. La Nissan GT-R qui n'était pas forcément mal née, mais c'était complexe. On avait des pneus d'un manufacturier qui débutait en rallye. Tout ça était complexe. J'étais d'équipier avec Tommy Mäkinen, on s'entendait formidablement bien, mais malheureusement, les Japonais croyaient qu'on allait gagner dès la première course, ce qui était totalement irréaliste à une période où il y avait Lancia, Ford et beaucoup de constructeurs. Et donc, ils ont arrêté le programme au bout de 3 courses. Et je me suis retrouvé comme beaucoup de pilotes à pied, au chômage. Et j'ai eu la chance que Uwe Anderson, qui était le patron de Toyota Team Europe, qui faisait courir à ce moment-là Didier Auriol, le français, et Juha Kankkunen, un finlandais champion du monde, m'a demandé de. Il y a Didier Auriol dessus. Donc non, ah non, c'est pas Didier, ça c'est Hubert. C'est Hubert qui est sur ce côté. Ah, d'accord, pardon. Ça, c'est une photo, on en parlera après. Et donc, j'ai rebondi en conduisant une Toyota d'un team champion du monde au Tour de Corse 93. Voilà la photo. J'ai fini 3e derrière Delecourt et Auriol, mais ça m'a remis le pied à l'étrier des rallyes. Et ça, c'était une voiture absolument extraordinaire. Le Tour de Corse où tu t'es fait des frayeurs quand même. Pourquoi des frayeurs? C'était pas avec la Toyota que tu as frôlé un gros accident, un tête à queue de nuit? Ah non, ça, oui, que j'avais raconté. Non, c'était avec une R5 Turbo. C'était avec une R5 Turbo dite Tour de Corse. C'est vrai que son nom peut faire cette confusion. C'était dans un rallye, je crois que c'est d'ailleurs au Tour de France où j'avais fait un tête à queue. La Tour de Corse, c'était une voiture, autant la Maxi a été une voiture extraordinaire, la Tour de Corse était plus délicate à conduire. Elle était un petit peu nerveuse. Et voilà, j'ai fait un tête à queue de nuit à 150. J'ai eu beaucoup de chance de m'en sortir. Non, la Toyota, je suis jamais sorti de la route. J'ai certainement touché quelques murets, quelques murs, mais non, c'était une voiture formidable.
400 chevaux, 4 roues motrices, c'était très équilibré. C'était une voiture remarquable. Alors, les championnats de France en 94 également, là où on voit la Toyota Celica. Oui, tout à fait. J'ai fait plusieurs courses. Malheureusement, j'avais pas un programme complet, ce qui fait que j'ai pas gagné le championnat, mais j'ai gagné 5 ou 6 courses ici. Je crois que c'est à l'Alpin, ça glissait beaucoup. Et voilà, cette voiture était, j'ai beaucoup aimé cette voiture. Alors, justement, en parlant de voitures que tu as aimées, quelle a été la voiture que tu as préféré piloter? C'est toujours très difficile parce que beaucoup de pilotes te répondront que la meilleure voiture, c'est celle avec laquelle on gagne, celle avec laquelle on perd, même si elle est formidable, on l'aime pas ou on l'aime moins. Non, moi j'ai adoré la Maxi, j'ai adoré la BM parce que j'ai gagné énormément de courses et surtout les titres de champion de France. Mais j'ai un petit faible pour la Toyota qui est un peu le summum de tout avec 4 roues motrices et voilà, peut-être un petit faible pour la Toyota. Allez, je les aime toutes. Est-ce que tu peux nous parler d'un mauvais moment dans ta carrière? On en a tous, malheureusement, je dirais que les mauvais moments, un mauvais moment global, c'est de me rendre compte que bien quand Nissan se retire, comme je t'en parlais tout à l'heure, j'ai malheureusement 40 ans et qu'à 40 ans, on est plus vers la fin de la carrière que vers le début. Et Tommy McKinnon, qui n'avait rien gagné à ce moment-là, a pu rebondir et a été 4 fois champion du monde. C'était trop tard, c'était passé pour moi. Mais bon, voilà, je peux pas pleurer. J'ai conduit des voitures extraordinaires, les plus belles voitures du monde en rallye en tout cas. Euh, non, j'ai peut-être si peut-être ce petit regret éternel de ne pas avoir été champion de France avec la Maxi 5 que j'ai tellement aimé, pour laquelle j'ai tellement travaillé. Et on a fini ex aequo avec Didier et Jean-Marie Balestre a choisi de dire que Didier était un champion de France. Voilà, j'ai un petit regret. C'est vraiment léger. Et le meilleur souvenir de ta carrière? Là, il y en a plein. Je crois que c'est toutes les victoires et ce sont, je dirais, les victoires quand on ne doit pas gagner. Alors, c'est des victoires, par exemple, une victoire avec la BM au Rallye des Garrigues 90 où il y a une spéciale de 60 km et vraiment on doit perdre face à Bruno Sambi qui était mon concurrent principal à l'époque. Et parce qu'on a bien travaillé avec Michel Perrin, mon fidèle copilote, et qu'on a mis une stratégie au point de pilotage particulier, on a préservé les pneus. Enfin, j'ai réussi à préserver les pneus et j'ai gagné. Ça, c'est une victoire extraordinaire. Et puis d'autres victoires, comme tu parlais du trophée Andros, de connivence avec François Bernard, qui était vraiment à la fois mon ingénieur, mais un peu mon comment dirais-je, un très bon scénariste. Il me disait, faut faire ci, il faut faire ça, là tu vas faire ci, tu vas y arriver ou tu vas gagner, et je gagnais. Alors voilà, c'était des courses assez extraordinaires quand on te donne un truc en disant, vas-y, prends ce truc-là à fond, ça passe. Tu crois? T'es sûr, hein, je peux prendre les trous à fond, la voiture va pas casser. Et François me répondait, ah, attends, écoute, c'est moi qui fais la voiture, hein, si elle casse, ça sera de ma faute. Prends à fond. Je prenais à fond et j'ai gagné. Et ça, Et la voiture ne cassait pas et tu et gagnais. la voiture ne cassait pas. Ça, c'était quand même vraiment. Les victoires collectives, c'est toujours et les victoires que tu dois pas forcément, que tu n'attends pas forcément, c'est toujours le pied. Alors, on a une question de Quentin G qui demande si tu ne regrettes pas la suppression du groupe B et la démesure qui allait avec. Alors, oui, il a raison, Quentin. Les groupes B étaient des voitures extraordinaires. Certaines personnes disent qu'elles étaient dures à conduire. Ça, c'est pas vrai. C'est des bêtises. Elles étaient difficiles parce qu'elles allaient vite, mais tout ce qui va vite est difficile à conduire. Et le dernier dixième avec une groupe B était très compliqué à aller chercher. Je dirais à Quentin que j'ai bien l'impression que les WRC actuels ne sont plus tellement loin des groupes B. Hein. Quand on les voit passer, moi je regarde beaucoup et j'ai même été sur place les voir. Quand vous voyez passer la bande Ogier, Neuville, Tanak et maintenant le jeune Robin Perra, ça va vraiment très très vite. C'est-à-dire que, et d'ailleurs je pense qu'il faudra un jour les ralentir parce qu'on a retrouvé de la performance que n'avaient pas les groupes B en étant en tout cas la mienne des 2 roues motrices.
je crois que si on avait continué les groupes 2, on aurait été vraiment dans la démesure. Bon, moi, j'aime la démesure, hein, je ne le cache pas. Et j'aime ces voitures un peu too much. Par contre, après, il faut penser à l'environnement, au public, aux routes, qui s'esquintent beaucoup avec les 4 roues motrices. Donc, voilà. L'homme est assez fou pour continuer la démesure. Donc, ça rassure. Alors, on revient sur le trophée Andros. C'est Didier Malga qui demande si, lorsque on est sur de l'électrique, on est sur du pilotage pur. Hein. Est-ce que c'est juste la trajectoire et le freinage, en fait? Ah non, ça change rien sur le plan du pilotage. C'est autre chose parce que il faut s'habituer, comme je disais tout à l'heure, au fait qu'il y a des repères qui s'estompent ou qui disparaissent comme une boîte de vitesse. Mais après, tout le reste est pareil, que ce soit le placement, le survirage, c'est le contre-braquage, le sous-virage que nous détestons tous. Eh bien, il faut accélérer un grand coup pour essayer que la voiture ne le fasse pas. Non, non, l'électrique ne change pas vraiment la nature du pilotage qui reste toujours une base absolue, c'est-à-dire un transfert de masse quand on freine entre l'arrière et l'avant qui fait que la voiture va pivoter ou on va l'aider à tourner avec différents artifices de pilotage, mais ça change pas le pilotage. Alors, on a parlé de rallye, mais je crois que tu as fait également du circuit. Alors moi, j'adorais le circuit. J'ai commencé, j'ai fait le volant elf et puis malheureusement j'ai été éliminé sous la pluie en demi-finale. Mais j'adorais le circuit. J'ai commencé un peu tard aux 24 heures de Spa avec 2 amateurs formidables, Pierre Salam non, Pierre Destic et Bernard Salam. Ça, c'est aux 24 heures de Spa aussi avec 2 pilotes étrangers sur une BMW FINA. Au moment où je courais BMW, j'ai aussi beaucoup couru en circuit. J'adorais Spa comme beaucoup de rallyman parce que il est fait toujours mauvais. Enfin, c'est rare qu'on ait une course surtout sur 24 heures. Référence au Grand Prix cette année, enfin au simulacre de Grand Prix qu'on a vu. Et j'ai un souvenir magique justement des 24 heures de Spa sous la pluie, le raidillon sous la pluie en BM, c'était un pied absolu. Mais bon, parce que j'aimerais pas le passer en F1 à 300 à l'heure, mais à 200, ça pose aucun problème. Et voilà, j'ai un petit regret, si tiens, voilà, pas avoir fait les 24 heures du Mans, j'aurais adoré faire cette course. J'aimais les courses d'endurance parce que j'étais régulier et j'aimais toutes les conditions. Il y a encore les 24 heures du Mans classique que tu peux faire. Hein. Oui, voilà, il faut que je fasse le Mans classique. J'ai déjà roulé là-bas, il faut que je le refasse. Mais oui, j'aime les courses en circuit. J'ai fait le championnat de France de super tourisme en 93. J'ai fait quelques courses. J'ai roulé en BPR, qui étaient des voitures plus puissantes avec Paul Belmondo, qui m'avait invité à partager le volant d'une Ferrari F40, ce qui était quand même une belle voiture, même si c'était pas la meilleure des voitures à l'époque pour ces compétitions. Mais j'ai toujours aimé le circuit. Alors, ton maître absolu en matière de pilotage, hein, tu as mentionné Jean Ragnotti, mais aussi Jean-Luc Terrier. Alors, si Jean-Luc Terrier, Jean Ragnotti, j'ai fréquenté vraiment des très grands pilotes. J'avais beaucoup d'admiration aussi pour Guy Fréquelin, qui m'a beaucoup aidé sur les réglages. Mais voilà, dans les modernes, j'ai un gros faible pour Sébastien Ogier, que je connais un petit peu et qui est maintenant 7 ou 8 fois champion du monde, qui est vraiment un Oui. extraordinaire. Alors, bien sûr, j'apprécie et je trouve Sébastien Loeb extraordinaire, mais je trouve que ce que fait Ogier en étant champion du monde avec d'abord une Polo, ensuite avec une Ford, maintenant avec Toyota, est absolument magnifique. Et puis, j'ai été le voir passer, c'est quelque chose. Enfin, voilà, c'est très bien qu'on ait encore des champions comme ça. Vivement qu'on continue à avoir d'autres champions français, parce que je crois qu'il va bientôt arrêter, en tout cas le rallye, mais la relève arrive. Alors, pour terminer, je voudrais montrer cette photo qui est d'actualité, malheureusement. Tu peux nous en parler? Oui, ça c'était toute une bande de copains au Cap Ferret où on faisait du vélo ensemble. Donc à gauche, c'est Hubert Auriol qui malheureusement est parti au début de l'année, Gilles Picard qui était son copilote. Ensuite, je suis en bleu et derrière moi, c'est Paul Belmondo et à côté de moi, c'est Jean-Paul. Ensuite, c'est Olivier Grouillard et ensuite Pascal Willem. Donc Olivier Grouillard qui était un pilote de Formule 1, Hubert qui était un pilote de rallye raid, Paul qui était un pilote de circuit et moi un rallyman.
on était une belle brochette et on partait faire du vélo ensemble. Et moi, j'ai eu la chance que Jean-Paul, à qui j'avais raconté mon amour du théâtre, me raconte ses films. Et voilà, c'était doublement agréable. Magnifique. Ouais, c'était une belle période de notre jeunesse, malheureusement. Alors François, tes projets dans ces prochains mois, prochaines années? Essayer de survivre le plus longtemps possible, faire du sport, faire du golf, qui est un sport auquel je me suis mis il y a de nombreuses années, mais j'essaye de progresser avec peu de talent. Je suis à la retraite, maintenant la médecine c'est terminé, l'automobile, et puis continuer à faire, comme tu le disais tout à l'heure, je suis vraiment un grand amoureux du tour auto, qui est une épreuve qui rassemble beaucoup d'éléments que j'ai connus, donc j'espère le faire encore de nombreuses années. Et tu penses comme participant à un séjour sur le Tour Auto? Alors j'ai demandé à Patrick, alors Patrick Peter, qui est l'organisateur, il aime pas trop, il préfère quand même les amateurs, et il n'a pas tort, ce sont les amateurs, donc les professionnels que je suis ou les anciens professionnels que je suis ont eu trop de possibilités d'apprendre à conduire pendant leur carrière, donc c'est vrai que c'est inégal. Quand on s'engage en compétition, c'est un peu inégal. Donc, il faut trouver une formule pour qu'on puisse participer, comme l'a fait d'ailleurs Jean Ragnotti, sans déranger les autres. Notre temps de vainqueur du Tour Auto, puisque j'en ai été un, est passé. Bon, je suggère que tu sois mon copilote, là au moins, on ne va pas fausser. Alors, écoute, d'accord, Stéphanie. Alors, on fera un équipage mixte avec grand plaisir. Je ne sais pas s'il y a une coupe pour les équipages mixtes. Tiens, pour te raconter une petite anecdote, peut-être pour finir. En 1981, je crois, je courais sur une Golf GTI préparée, enfin, qui était un peu aidée par Volkswagen France. Et Michel Mouton, avec qui je suis très ami, d'ailleurs, avec qui j'ai couru aussi, courait sur une Audi Quattro. Et elle a gagné le rallye des Garrigues, ce qui était normal avec cette Audi Quattro. Tout le monde connaît le talent de Michel, qui était vraiment extraordinaire. Et moi, j'ai fini derrière elle. Et c'était cette époque absolument incroyable, machiste, quand on pense à l'évolution actuelle, où les femmes gagnaient la Coupe des femmes. Et donc, quand je suis monté sur le podium, je leur ai dit que j'étais très fier d'avoir gagné la Coupe des hommes derrière Michel. Merci beaucoup, François. Merci à toi, Stéphanie. À retracer ta carrière et à parler aussi d'autres grands champions. Je vous donne rendez-vous demain à 17h30 pour une nouvelle émission en collaboration avec la FIEV, la Fédération des équipementiers, et également jeudi pour un Be My Guest classique à 12h30 avec une start-up qui s'appelle OK Charge. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci François, à bientôt. Merci Stéphanie et bonne journée à tous et à toutes.